Alors, je vais d'abord dans ce podcast me faire un peu l'exégèse du propos de Vincent Payon aujourd'hui, puisque Vincent Payon a été intervenu ce matin en expliquant que lui n'était pas personnellement intéressé par le poste de premier secrétaire, c'est ce qu'il a affirmé, et d'autre part, il a affirmé que la motion E, et non pas la motion royale comme on peut le voir sur ce titre du Observateur, mais la motion E, se laisse 48 heures, donc bien sûr Ségolène Royal, on peut imaginer qu'elle est aux commandes dans le, dans le choix, mais la motion E se laisse 48 heures pour proposer, donc un candidat à la succession de François Hollande. Alors il y a plusieurs noms qui circulent, les noms de François Rebsamen ou encore de Julien Drey. Alors que on sait que dans les deux cas, ça ne fera pas l'affaire en tout cas, mais que Vincent Payon est bien plus à même d'incarner le personnage, disons, idoine pour le poste. Donc il se laisse 48 heures. Et il explique qu'il faut en cesser avec ce nombrilisme qui fait que les socialistes sont en permanence, et les médias ne les aident pas, les médias les poussent à cela, à être en permanence dans l'analyse en fonction des personnes, et comme s'il n'y avait pas d'idée, comme s'il n'y avait pas de ligne de fracture au sein du PS entre l'émotion, alors que précisément ce qui sépare l'émotion, ce sont évidemment les personnes, des choix personnels qui ont été faits, mais un fond politique. Il suffisait ce soir d'écouter François Hollande sur BFM TV. J'aurais souhaité vous montrer un peu la vidéo, mais François Hollande, elle n'est pas encore en ligne. François Hollande a été mauvais, mais à un point, c'est-à-dire à la fois dans son analyse de la situation économique, même dans sa défense du réformisme, dans sa défense par exemple de logique de réforme de l'État, de réforme du statut des fonctionnaires. François Hollande a épousé les thèses, et continue d'épouser en tout cas les thèses échevelées libérales de Bertrand Delanoë. Donc ça veut dire qu'il maintient cette ligne qui est discréditée, parce qu'elle est arrivée en seconde position, elle n'aura rien au terme du Congrès. C'est bien la ligne de Ségolène Royal, la motion E, qui va imposer la ligne politique au terme du Congrès, qui va imposer une ligne politique, éventuellement en une synthèse avec celle de Benoît Hamon, conduite par Benoît Hamon, ou encore celle de la motion conduite par Martine Aubry. On saura d'ici 48 heures, de 48 à 96 heures, exactement qu'est-ce qui aura été décidé. Donc voilà, Vincent Payon a expliqué que Ségolène Royal pouvait être premier secrétaire, mais enfin on sait très bien que ce n'est pas la solution, et encore une fois, les questions de personnes seront réglées d'ici à 48 heures, et c'est peut-être de cela dont il faut se réjouir ce soir, c'est que la motion montre l'exemple en quelque sorte en refusant de réduire le débat à ce qui intéresse les tenants des autres motions, parce que les tenants des autres motions n'ont jamais été que précisément dans la lutte des places, qui est leur principale préoccupation, c'est-à-dire qu'à savoir est-ce qu'ils auront, eux, que ce soit Martine Aubry ou Bertrand Delanoë, telle ou telle place dans le futur appareil socialiste, telle ou telle position pour la suite, comme si ça leur revenait de droit. Donc on a bien vu que donc c'est précisément, je pense, la réaction est tout à fait salutaire et à la hauteur en tout cas, et les propos de Vincent Payon aujourd'hui en témoignent. Alors Julien Drey explique que pour lui il pourrait être le premier secrétaire. Ça peut être moi. Donc Julien Drey, lui, malheureusement au sein de la motion cède un petit peu à ça, cède un petit peu encore donc à la, même s'il se voit depuis plusieurs années dans le rôle du successeur, Julien Drey, ça fait longtemps qu'il pense qu'il a, étant donné sa longue expérience du parti, sa longue pratique, qu'il est le personnage idoine pour
pour être un premier secrétaire. Alors, il a sans doute des qualités organisationnelles, des qualités de compromis. D'ailleurs, il souligne des qualités je dirais, une certaine autorité également, dont il peut faire preuve. Mais bien sûr, joue ses cartes perso là-dedans, et c'est pas, et sa réaction est pas forcément à la hauteur de ce qu'on attend de ceux qui ont, de ceux qui sont. Donc ça veut dire que Julien Drey avant tout est un rallié. Il s'est rallié à la motion E. Il s'est rallié, et c'est un peu dommage de sa part de réagir de la sorte. Donc ça veut dire qu'il sera probablement écarté. Alors. Intéressant la réaction de Jean-François Copé. Jean-François Copé, donc UMP, qui on sait est à mi-temps un cabinet d'avocats d'affaires, qui est donc un homme politique, un homme politique par Eclipse, et Jean-François Copé. Jean-François Copé explique que toutes les conditions sont réunies pour que le PS éclate. Alors ça peut faire, c'est assez comique de sa part, puisque on sait que Jean-François Copé est complètement discrédité. Il est plus que le patron il est personnel non grata au gouvernement. Il est à peine patron des députés UMP. Donc c'est intéressant d'ailleurs qu'il ait le droit à cet article, que son propos indigent, aussi indigent que la prestation de François Hollande ce soir, ait le droit à ce que Jean-François Copé pense du Parti socialiste avait quelconque importance. Et alors il explique que toutes les conditions se réunissent selon lui pour que le PS éclate. Alors Jean-François Copé ferait bien déjà de faire un peu d'ordre dans sa vie professionnelle, car il mélange un peu les genres, n'est-ce pas? Pour gagner beaucoup d'argent, il se consacre à des intérêts privés une bonne partie de la semaine. Donc on se garde bien de le lui rappeler. Mais faut-il écouter Jean-François Copé? Faut-il attacher l'importance à ce qu'il dit du Parti socialiste? Et puis il montre un exemple l'UMP en expliquant que le PS est un parti artificiellement rassemblé, que l'UMP a montré l'exemple en se rassemblant, alors que l'UMP est une coquille vide. L'UMP est essentiellement une coquille vide, et on le voit bien aujourd'hui avec ces débats sur le capitalisme, ces débats qui n'amèneront à rien, à aucune. Alors je dis pas que du côté socialiste il n'y a pas un problème aussi de capacité à débattre qui est inexistante, mais il y a au moins au Parti socialiste une motion et une orientation qui sont en train de faire la différence, qui sont en train d'ouvrir la voie vers quelque chose de tout à fait vertueux, et qui va se développer juste après le Congrès. Et ça, c'est aujourd'hui porté par la motion E. Alors, écoutez Jean-François Copé, a signalé également que Bertrand Delanoë est ce matin donc intervenu, puisqu'il s'était caché jusqu'ici, il avait refusé de se montrer le soir du vote. Donc il est intervenu il a laissé une petite vidéo sur son site delanoë.net, dont j'ai eu l'honneur d'avoir la visite des propriétaires hier soir, des rédacteurs de ce site, qui m'ont copieusement spammé sur Facebook. Ça m'a bien fait rire, parce qu'ils pensaient que je ne les reconnaîtrais pas, mais si, je les ai reconnus. Donc Bertrand Delanoë a laissé une vidéo où il prend un air humble en expliquant qu'il était déçu par ces 25%. Et ce qui est frappant quand on écoute Bertrand Delanoë, c'est l'absence totale d'analyse politique. C'est-à-dire, il est vraiment uniquement dans le relationnel et dans l'affectif. Et ça, c'est quand même, pour quelqu'un qui fait de la politique, être uniquement dans l'affectif, ça témoigne de quelque chose. Et quant à François Hollande, il est complètement discrédité, mais je crois qu'il en a tout à fait conscience. Et on l'a même vu s'énerver, chose rare ce soir, sur le plateau d'Olivier Mazerolle sur BFM TV. Donc c'est un peu c'est assez comique, puisque François Hollande est connu pour son grand flegme, et que là il est acculé à des décisions, il est acculé
il sait que son avenir politique est extrêmement bouché, hein, et qu'en dehors du Conseil général de la Corrèze et de la mairie de Tulle, il n'est pas sûr qu'il joue un rôle quelconque au niveau national après ce congrès. Hein.